Ouais. Bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir, professeur émérite de criminologie au CNAM, et vos deux ouvrages, déjà le dernier, La Chine, la revanche de l'Empire, aux éditions Fayard, collection Chose Vue, et puis Trump, le pouvoir des mots, aux éditions First. On va parler de Donald Trump, on va parler évidemment de la Chine, mais j'aimerais vous entendre sur ce qu'a dit Léon Panetta, ancien chef de la CIA, qui évoque la nécessité de refrapper déjà, dans un premier temps, Hormuz, le long des berges, mais également de frapper dans 4 à 5 ans également l'Iran. Alors, Léon Panetta, il a un parcours qui permet que sa parole soit triplement écoutée. Il a été chef de cabinet du président des États-Unis, Bill Clinton. Il a été directeur de la CIA. Il a été secrétaire à la défense à l'époque, pas encore à la guerre, du président Obama. Et il a suivi une partie importante des accords JCPOA, accord de Vienne, enfin les prémices. Cet accord a mis des années à aboutir. Accord sur le nucléaire iranien. Accord sur le nucléaire iranien. Donc je crois que tous les experts stratégiques, et il est démocrate, je précise, parce que c'est important. Oui, c'est important. C'est un démocrate va-t-en-guerre, mais c'est un démocrate quand même. C'est un démocrate cohérent et rationnel. Depuis le début de ce conflit, nous sommes systématiquement en retard de 2 mois et en pause. C'est-à-dire qu'il y a la pause au moment où il faut taper et on tape au moment où il faut discuter. C'est toujours très étrange de revoir une guerre quand on prend de la distance. Sur le moment, on commente la guerre. Vous le faites très bien ici. On passe son temps à essayer d'expliquer, de décrypter des mouvements. Mais en réalité, on n'a jamais le temps de voir le temps long. Et quand le président Xi, lorsqu'il reçoit le président Trump, cite tout d'un coup, Thucydide, tout le monde a dit « Ah oui, tiens, d'où il sort la guerre du Péloponnèse, mais qu'est-ce que ça vient faire là ?» En fait, c'est pas vrai. La stratégie militaire, elle est toujours cohérente, connue, structurée, et elle subit relativement peu de mouvements. La tactique permet des mouvements brusques, là. Que dit Panetta ? Il dit d'abord, il y a un conflit, il est larvé, il est long, il est compliqué, et on sait qu'il faut des années et des années, soit pour trouver de la confiance, soit pour accepter le mensonge toléré. Les Iraniens mentent. Pas depuis 1979, ça n'est pas vrai. L'ayatollah Khomeini considérait que le nucléaire était péché. C'est-à-dire pour ça qu'il y a eu un conflit aussi brutal avec la France, quand il voulait récupérer le milliard de francs de l'affaire dite Eurodif sur générateur, etc., en disant non mais vous nous rendez notre argent, mais nous on ne veut pas de nucléaire, le nucléaire n'est pas conforme à la doctrine religieuse qui est la mienne. Puis les Iraniens ont compris quelque chose d'important avec ce qui se passait en Corée du Nord, ce qui se passait au Pakistan, etc., en disant la survie de notre régime passe par le nucléaire, ou en tout cas le fait de laisser croire qu'on pourrait avoir la bombe. Car tous ceux qui ont arrêté la bombe ou qui l'ont rendue, c'est le cas des Ukrainiens, en fait se sont fait détruire ou sont devenus vulnérables. Nous ne voulons pas être vulnérables. Le modèle, c'est la Corée du Nord, et c'est le début des accords tripartites Corée du Nord, Iran, Pakistan. Le Pakistan étant le spécialiste du triple, quadruple, quintuple jeu. À la fin, d'ailleurs, plus personne ne sait exactement dans quel camp ils sont, et ça les arrange. Je rappelle que c'est un pays fondé par Ali Jinnah, un chiite, qui est un pays sunnite, mais avec une forte minorité chiite, et qui est l'ami de tout le monde et l'ennemi des autres. Armé par les Chinois, faisant la guerre aux Indiens, ami des Iraniens, mais étant un espace de négociation un peu comme Oman. Vous voyez, cette espèce d'endroit un peu bizarre dont on ne sait pas bien où on est. Et donc, les Iraniens veulent la bombe. Désormais, c'est une question de survie. Donc, de toute façon, ils veulent la bombe, ils auront la bombe, ils feront tout ce qu'il faut pour avoir la bombe. Et quand ils disent « Vous nous avez attaqués, mais en fait, on ne voulait pas la bombe », début de la guerre des 12 jours, oui. Et que maintenant, ils disent « Non, mais en fait, on avait des sites ce qu'est la bombe, et nanani naner », les Iraniens nous expliquent clairement qu'ils jouent aux échecs menteurs. Voilà. Donald Trump, lui, il a un problème, c'est qu'il s'est lancé dans ce truc avec 2 mois de retard. La première, entre guillemets, erreur, alors là, c'est une erreur de bonne volonté. De temps en temps, il faut dire la bonne foi. Il dit qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt, mais quand il dit « Tenez bon, nous arrivons », lui, il croit qu'on peut envoyer un porte-avions, des troupes aéroportées... En claquant des doigts. En claquant des doigts, au mois de janvier, quand il y a la révolte. Et les militaires lui disent « Monsieur le Président, il nous faut entre 3 et 6 mois. » Parce que quand on a fait l'opération en Irak, il a fallu 6 mois, parce que tout ce qui est la guerre lourde, compliquée, complexe dans des endroits aussi éloignés et avec aussi peu de moyens de proximité, nécessite du temps. Et le temps est l'ennemi de la télévision, des médias, de la politique et de la guerre. Aujourd'hui, Léon Panetta dit, bon, bah écoutez, c'est assez simple, on n'aurait pas dû s'arrêter.
lors de la guerre des 12 jours, parce que c'est ça qu'il sous-entend. Oui, c'est ça. Il dit la pas de guerre des 12 cessez-le-feu jours, et pas d'arrêt entre les deux guerres, en fait. Trop court. Trop court. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les Israéliens. Ils disent, mais pourquoi on s'est arrêté au bout de 12 jours? Parce que Donald Trump a cru véritablement, je ne sais pas ce que ses conseillers lui montrent ou ne lui montrent pas, que c'était suffisant. Et c'était une erreur. L'effet d'opportunité ensuite. Pour lui, l'élimination de toute la direction iranienne, c'était un effet d'aubaine. Sauf qu'il y a eu effectivement cette espèce de trou d'air terrible qui a été rempli très rapidement parce que les Iraniens, depuis 20 ans, se préparent à cette guerre-là. Eux, ils se sont préparés à cette guerre-là. Ils ont compris cette guerre-là, qui est à la fois mosaïque et asymétrique. Ils l'ont analysée. Les Américains aussi, mais les Américains n'ont pas cru que les Iraniens, avec des forces décentralisées, il n'y a pas un Iran aujourd'hui, il y en a 31, autant que de provinces. Il y a au moins 27 centres de missiles et de drones identifiés. Ils l'avaient planifié en plus, ils le disaient ouvertement. Mais ils assument, mais c'est écrit, les Iraniens publient leur doctrine stratégique. Je passe mon temps à expliquer que les dictateurs, les militaires... disent toujours ce qu'ils vont faire. Oui, et que nous ne les croyons jamais. Je ne sais pas pourquoi, c'est une sorte de mystère. Moi, je passe mon temps à dire, écoutez, alors c'est écrit, Graham Allison, quand il explique Thucydide, ça date pas de la semaine dernière. Eh ben, on est dans cette espèce de mystère de « je ne crois pas qu'ils vont faire ce qu'ils disent ». Mais non seulement ils le disent, ils l'écrivent, parfois ils le chantent, eh ben non. Et donc, nous sommes toujours dans la logique du rouleau compresseur. De toute façon, on va gagner. Or, les Américains n'ont gagné aucune guerre depuis 1945. 2-3 invasions réussies, ça c'est vrai, Panama, mais en fait, dans la réalité, la question centrale aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la guerre d'avant et que nous n'avons toujours pas percuté la guerre d'après. Les seuls qui ont compris la guerre nouvelle, c'est les Ukrainiens, qui deviennent le modèle d'organisation. Et paradoxalement, le modèle d'organisation de l'armée iranienne, c'est l'Ukraine.